Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement camerounais reconnaît l'implication de militaires dans le massacre de Ngarbou. Les premières conclusions de l'enquête demandée par le président Paul Biya ont été communiquées ce mardi 21 avril. Le chef de l'État qui a ordonné l'arrestation des militaires mis en cause. Arrestation de l'opposant togolais Agbeyome Kodjo ce mardi 21 avril. Arrestation motivée par une troisième et ultime convocation à laquelle il ne s'est pas présenté. L'ancien Premier ministre et ancien candidat à la présidentielle devait être entendu par le service central des renseignements et investigations criminelles. Et enfin, l'inquiétude monte concernant l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les économies africaines. Le président du Rwanda, Paul Kagame, craint des conséquences désastreuses et estime que le continent a besoin de 100 milliards de dollars de l'étranger. 2 mois après le massacre de civils dans le village de Ntouba, situé au nord-ouest du Cameroun, les responsabilités sont désormais établies. Ce mardi 21 avril, le gouvernement a rendu public le rapport de la commission d'enquête commandée par le président Paul Biya. Un document où l'État reconnaît l'implication de l'armée dans le drame de Ngarbou. Des exactions qui avaient coûté la vie à 13 civils, dont 10 enfants et 3 femmes. Les précisions de Nelly Claude Bessa. Le Cameroun reconnaît le rôle de l'armée dans la mort de civils dans la localité de Ngarbou, dans la région du nord-ouest du pays. Dans un communiqué de la présidence de la République, le Cameroun rétablit les responsabilités de l'armée et d'un groupe d'autodéfense impliqué dans le massacre des civils mi-février 2020, imputé aux séparatistes dans le nord-ouest, en crise sécuritaire depuis 2016. Par mesure de prudence, les autorités s'étaient abstenues de reconnaître l'implication de l'armée dans les meurtres de Ngarbou qui ont fait 13 victimes civiles, dont 10 enfants au cours des affrontements. Le chef de l'État avait ainsi privilégié la piste des enquêtes plus approfondies. 3 soldats et un groupe d'autodéfense sont impliqués. Après des échanges de tirs avec des séparatistes, ils ont découvert que 3 femmes et 10 enfants étaient morts sur leurs balles. Pris de panique, les 3 militaires, aidés de certains membres du comité de défense, ont tenté de masquer les faits par des incendies. Un sergent a volontairement biaisé le compte rendu à sa hiérarchie, sur la base duquel le gouvernement a initialement fondé sa communication. Les militaires concernés sont d'ores et déjà à la disposition du tribunal militaire de Yaoundé. Les membres du comité de vigilance concernés sont, eux, activement recherchés. Dans les faits qui se sont déroulés la nuit du 13 au 14 février, selon les Nations Unies, 23 civils, dont 15 enfants et 2 femmes enceintes, avaient été tués en Ngarbou. Les informations parvenues dans l'immédiat au gouvernement camerounais précisaient que 5 civils avaient été tués en Ngarbou dans les explosions accidentelles survenues lors d'une offensive militaire contre les séparatistes armés. Si le gouvernement a constaté que des soldats ont violé des consignes comme cela est indiqué dans le communiqué, il est tout à fait légitime pour le gouvernement et pour le président de la République d'envisager des poursuites disciplinaires et les poursuites judiciaires. Ce n'est pas parce que ces poursuites disciplinaires et judiciaires sont effectuées que ça veut dire que le gouvernement a accepté la thèse qu'il y avait un massacre, précisément en indiquant qu'ils n'ont pas suivi des ordres qui auraient été émis par leur hiérarchie, par le commandement militaire, par les autorités politiques. Depuis fin 2016, les séparatistes sont en conflit avec les forces de défense et de sécurité camerounaises pour chercher à créer un État indépendant dans les 2 régions anglophones du Cameroun. Une offensive politique et opérationnelle que le gouvernement entend gérer dans le strict respect des droits humains. L'opposant togolais Agbeyome Kodjo a été arrêté ce mardi 21 avril. La raison de cette arrestation, l'absence à 3 reprises de l'ancien Premier ministre aux convocations du service central des renseignements et investigations criminelles. Des assignations auxquelles le leader du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement refusait d'y assister en raison, je cite, de problèmes de santé. Ashley Duprat et Philomentine. L'opposant togolais Agbeyome Kodjo, de nouveau dans les locaux de la police. Celui qui s'autoproclame président élu au Togo a été arrêté ce mardi 21 avril. Les forces de l'ordre lui reprochent de ne pas s'être rendu à sa 3e et ultime convocation au service central des renseignements et investigations criminelles.
La coordination internationale de la dynamique, Monseigneur Poudzrou, condamne vigoureusement cet énième coup de force qui ne passera pas et invite le peuple togolais à se mobiliser pour obtenir sans délai la libération du président démocratiquement élu du Togo, son Excellence Dr Gabriel Messan Agbeyome Kodjo, et la libération nationale. C'est sans surprise que l'ancien Premier ministre Agbeyome Kodjo a été arrêté ce mardi à son domicile. En effet, dès le lundi 20 avril, son domicile était encerclé par les forces de l'ordre. Prochaine étape pour Agbeyome Kodjo, une audition menée par le procureur de la République en vue d'un éventuel placement en détention préventive. Du côté de ses soutiens, l'indignation est de taille. Le Conseil constitutionnel qui a rejeté le recours de M. Agbeyome Kodjo, qui l'a rebooté et qui a proclamé les résultats officiels de l'élection présidentielle. Malgré cela, M. Agbeyome Kodjo a continué à faire des déclarations, nommer un Premier ministre, nommer un ministre des Affaires étrangères, appeler la population à manifester et à un soulèvement. Le procureur de la justice s'est saisi de cette affaire et à 3 reprises, il a refusé de répondre à l'invitation de la justice. Et cette action d'interpeller M. Agbeyome Kodjo à son domicile hier était une action parfaitement légale dans le respect des droits du concerné. Gabriel Agbeyome Kodjo, qui ne cesse de clamer sa victoire à la présidentielle du 22 février, est pour rappel poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, usage d'insignes de l'État, de nominations illégales, de troubles aggravés à l'ordre public ainsi que de dénonciations calomnieuses. En République démocratique du Congo, la proclamation de l'état d'urgence a provoqué des divergences au sein de la classe politique. Décrété le mardi 24 mars par le président Félix Tshisekedi, l'état d'urgence n'a pas fait l'unanimité, notamment auprès du Front commun pour le Congo. Face à ce débat, le chef de l'État a été contraint de saisir la Cour constitutionnelle qui a confirmé le 13 avril dernier la légalité exceptionnelle de cette décision. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Décrété le 24 mars 2020 par le chef de l'État en vue d'organiser la riposte contre la pandémie de Covid-19, l'état d'urgence en RDC divise la coalition au pouvoir. Tout tourne autour de la légalité ou l'illégalité de cette ordonnance. Saisie par le chef de l'État, la Cour constitutionnelle l'a déclarée conforme à la Constitution. À partir de ce moment où les conditions de fond et de forme sont réunies, la proclamation de l'état d'urgence est parfaitement conforme. C'est ce qu'a dit la Cour, ce que nous avons dit, et moi-même j'avais appelé à la proclamation de cet état d'urgence depuis le 21 mars, quand je me trouvais dans ma circonscription électorale. Soutenant la tenue du Congrès pour définir les axes pratiques de l'ordonnance du chef de l'État, beaucoup au sein du Front commun pour le Congo voient derrière cette ordonnance une voie de dissolution du Parlement, alors que du côté Cap pour le changement, on craint avec le Congrès la destitution du chef de l'État. Des interprétations non fondées selon le député national d'Élysée Sanga. Tout ceci est farfelu. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, une mise en accusation qui procède immédiatement et directement d'une délibération du Congrès. De l'autre côté, l'état d'urgence ayant été proclamé, le président de la République ne peut pas, pendant cette période, procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les divergences autour de cette question illustrent par ailleurs la méfiance qui règne au sein de la coalition au pouvoir. Proclamé pour 30 jours, l'état d'urgence doit être reconduit pour 15 jours. Le président de la République a saisi les 2 chambres qui doivent se réunir séparément pour sa prorogation. Quel sera l'impact de la pandémie de coronavirus sur les économies africaines? La question préoccupe les chefs d'État africains. L'inquiétude est notamment partagée par le président rwandais, Paul Kagame. Lors d'un entretien accordé au quotidien économique Financial Times, le chef de l'État a estimé qu'il faudrait plus d'une génération pour que le continent se remette du choc. Selon lui, l'Afrique a besoin d'une aide de 100 milliards de dollars pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Les précisions de Ange Bijou-Noënio.
Le président rwandais Paul Kagame s'inquiète pour les économies africaines. Selon lui, l'épidémie de coronavirus risque d'avoir des conséquences graves sur l'économie des pays africains. Il estime que l'Afrique aura besoin d'une aide financière de 100 milliards de dollars pour pouvoir faire face à cette pandémie. Je crois que les risques vont être certains parce qu'on va rentrer, n'est-ce pas, dans une situation où le travail est de moins en moins effectif, où les gens vont produire de moins en moins et on va entrer dans une récession. Mais l'ennui, c'est que le coronavirus arrive avec des charges supplémentaires. La Banque mondiale a d'ores et déjà averti que l'Afrique va entrer en récession. Mais suite à la décision du G20 de suspendre la dette africaine pour une durée de 12 mois, le président rwandais se dit optimiste. Le souhait, c'est que les choses se passent, que cet événement se passe rapidement, parce que là, vraiment, on entre dans une espèce de guerre économique, comme a dit quelqu'un, de guerre économique, et il y aura, n'est-ce pas, l'économie de la guerre économique également. C'est-à-dire qu'il faudrait que les entreprises essayent de trouver un autre mode opératoire. Nous espérons seulement que cet événement-là ne va pas durer longtemps, parce que si ça dure longtemps, ça va causer de la catastrophe pour des économies en difficulté comme les économies africaines. Donc, nous rentrons dans une situation très compliquée. Selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine, l'Afrique compte au dimanche 19 avril 21 096 cas confirmés de Covid-19 et 1055 décès. Selon les responsables des Nations Unies, la pandémie pourrait faire au moins 300 000 morts en Afrique et plongera près de 30 millions de personnes dans la pauvreté. En République démocratique du Congo, le gouvernement lance une campagne de sensibilisation pour préserver le secteur minier face à l'impact du coronavirus. L'aide sera destinée à des centaines de milliers de travailleurs, notamment les mineurs artisanaux. L'industrie minière est capitale pour l'économie du pays, qui est le plus grand producteur africain de cobalt. Nathalie Mo. Empêcher la fermeture définitive des mines de cobalt, tel est l'objectif de la République démocratique du Congo face à la pandémie de Covid-19. Dans le pays, les mines de cobalt continuent de fonctionner avec des effectifs réduits. Pour renforcer la préservation du secteur, le gouvernement va lancer une campagne de sensibilisation contre le Covid-19 à l'endroit des employés du secteur, surtout dans les mines artisanales. Si certaines mesures sont prises et appliquées avec une surveillance appropriée, nous pouvons considérablement minimiser l'impact négatif de cette pandémie sur le secteur minier et à son tour l'impact négatif sur l'économie nationale. La pandémie de Covid-19 affecte les performances du secteur minier congolais. Les exportations de cobalt ont chuté de 15% au premier trimestre 2020. La demande affaiblie de cuivre et de cobalt pourrait retarder l'ouverture de nouveaux projets miniers dans le pays. Pour réussir l'opération en faveur du secteur minier, il faut nécessairement la conjonction de trois choses. D'abord, la vulgarisation des mesures barrières, la sensibilisation à ces mesures et bien sûr la mise en œuvre d'une stratégie assez bien organisée et coordonnée de résilience en matière du coronavirus. La République démocratique du Congo compte 200 000 mineurs artisanaux exposés au risque de contamination, faute de moyens de protection appropriés. Ces gens, ils vivent au quotidien de ce qu'ils exploitent. Personne ne leur donne des règles, ils fixent eux-mêmes les règles. Les sensibiliser est un bon exercice, je peux garantir qu'il n'y aura pas de résultat. Ce secteur de la production minière représente jusqu'à 30% de la production de cobalt du pays. Dans sa lutte contre le coronavirus, le Bénin totalise 1,4 milliard de francs CFA de dons. Le pays a également reçu du matériel médical. Ils sont au total 56 donateurs à venir en aide au gouvernement. Parmi eux figure notamment le groupe Talon qui a fait don de 500 millions de francs CFA à Ménédji. Soutenu par divers organismes et particuliers, le Bénin totalise déjà plus d'1,4 milliard de francs CFA de dons en espèces et un important lot d'équipements médicaux dans la lutte contre le Covid-19. Un point du soutien reçu des personnes physiques et morales a été présenté par le gouvernement à la date du 16 avril 2020. Je ne pense pas que les moyens financiers seuls peuvent permettre alors de reculer cette maladie, c'est le Covid-19.
parce que depuis le déclenchement de cette maladie, nous assistons à un retour de l'État-providence dans beaucoup de pays. Vous avez l'élaboration des plans de réponse économique, sociale, humanitaire quasiment sur tout le continent africain et le Bénin aujourd'hui n'échappe pas à cette situation. Le Bénin est quasiment l'un des rares pays africains qui a opté pour le non-confinement. Cela peut se comprendre que le président Talon ait opté pour ce choix. Ils sont donc 56 donateurs à venir en aide au gouvernement béninois. 500 millions de francs CFA du groupe Talon, suivi des structures publiques et privées telles que la Caisse nationale de sécurité sociale avec un don de 200 millions de francs CFA et la nouvelle cimenterie du Bénin qui boucle avec 100 millions de francs CFA. En réalité, le véritable problème en Afrique à deux niveaux, c'est notamment l'indiscipline des populations et l'incrédulité en réalité. Beaucoup d'Africains estiment que cette maladie en réalité est une maladie qui a été imposée par l'Occident. Pourtant, la maladie fait des dégâts. Les États africains doivent plus s'orienter vers la communication. Voilà, sensibiliser les populations, notamment par rapport aux risques qui sont liés à cette maladie. Au-delà notamment des aspects liés à l'aide internationale ou à la solidarité, il faut renforcer les capacités de résilience au plan interne. Selon le ministère des Finances, ce point ne prend pas en compte les dons reçus des États, des institutions publiques et des institutions de coopération internationale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.